quoi. Cette tornade incroyable les amis. Oh là là, la reprise des cours. Est-ce que ça empêche de faire des histoires d'horreur au blondinet? Bah pas du tout. Pas du tout les amis. Allez, on continue le format, une nouvelle histoire bien flippante. D'ailleurs, elle s'appelle Le Fantôme Tueur. Désolé les amis, je suis allergique à la couleur rouge. Et donc du coup, quand je vois un bouton s'abonner qui est encore rouge, ça me fait chier. Donc si vous pouvez cliquer sur le petit bouton et qu'il devienne gris, ce serait cool. Mais bon, après, on peut pas vous inciter. Bref, bienvenue dans un nouvel épisode des histoires mystérieuses. Tout commence le 14 avril 2011. Un jeune père âgé de seulement 32 ans ainsi que son fils âgé de 11 ans. Ils décident de partir pêcher la carpe dans un étang plutôt isolé et assez entouré de bois. On va d'abord commencer par les présentations. Frédéric, un jeune père âgé de seulement 32 ans, un passionné de la pêche et plus précisément de la carpe. Il passe beaucoup de temps avec son fils Enzo qui lui est âgé de 11 ans, on le rappelle. Frédéric est malheureusement divorcé de sa femme. Et voilà, il l'a trompé. Donc il passe beaucoup de temps avec son fils et il décide donc de partir un week-end complet entre mecs à la pêche le 14 avril. Vendredi 14h, il prépare donc toute la camionnette, charge tout le matériel ainsi que les provisions pour ce petit séjour. Enzo est tout excité à l'idée de partir avec son père. Ils ne perdent pas de temps, Frédéric met la clé sur le contact et en avant pour le fameux étang. Ils ont environ 4 heures de route. Le trajet se passe très bien, pas de pause durant cette période de 4 heures et les voilà enfin arrivés à l'étang à 19h. Les deux jeunes hommes ne perdent pas de temps et préparent leur matériel avant de l'installer près de l'étang avant que la nuit tombe et qu'ils n'y voient par conséquent plus rien. Il est 21h et il est temps pour Frédéric et Enzo de manger leur meilleur plat de la soirée, à savoir des pâtes au jambon. Et finissent tous deux la soirée au clair de la lune, mon ami Pierrot. Et Frédéric de son côté est fini de fignoler les beepers des cannes à pêche, tandis que Enzo joue sur sa PSP. Il est maintenant donc temps d'aller se coucher, oui parce que minuit est passé, donc le duo part s'enfermer dans leur toile de tente et ainsi se blottir dans leur duvet au chaud. C'est donc à partir de ce moment-là que les choses vont prendre une tournure anormale. Il est 2h du matin, Enzo et son père dorment paisiblement lorsque soudainement un bruit retentit au loin, ce qui va réveiller Frédéric et sort tout doucement de la tente pour ne pas réveiller son fils. Un brave homme. Il va donc se munir d'une torche et faire une petite ronde pour voir ce qui se trame à l'extérieur. Premier réflexe, il va voir si c'est pas ces détecteurs qui auraient éventuellement bipé sur sa canne à pêche. Mais malheureusement non, aucune touche. Après 20 minutes, Frédéric juge qu'il y a rien, que ça devait sûrement être une bête et donc il juge qu'il peut retourner se coucher, que ça va. 4h du matin, la température se rabaisse soudainement, ce qui va réveiller cette fois-ci non pas Frédéric, mais son fils Enzo, qui va s'en suivre par des bruits de pas non loin de la tente. Alors pour ceux qui sauraient pas, les températures qui se baissent et des bruits de pas, c'est des signes d'une apparition fantomatique. Pris de panique mais n'osant pas réveiller son père, Enzo va faire comme tous les enfants de son âge, se boucher les oreilles et les yeux et attendre que tout cela cesse. Le matin se lève, ils se réveillent tous deux et prennent leur petit déjeuner, mais Enzo n'osera pas raconter ce qu'il a entendu à son père, par crainte d'être jugé et également que tout ça était simplement un mauvais rêve. La journée de ce samedi matin jusqu'au soir va se dérouler normalement. Ils ont réussi à pêcher 2 carpes, ce qui remonte le moral des deux jeunes hommes. Ils profitent donc pour marcher non loin du campement et Frédéric va apercevoir non loin de là des taches de sang au sol. Mais il ne va pas s'inquiéter plus que ça en sachant que l'étang est entouré de forêt. Ce qui veut dire par conséquent beaucoup d'animaux sauvages et éventuellement des proies tuées, chassées comme vous voulez. Il ne dira rien Enzo pour ne pas l'effrayer bêtement. Le soir tombe pour cette deuxième nuit sur les lieux, mais ce sera sans doute la dernière soirée dans cet endroit. 20h30, ils prennent leur repas. Riz, cordon bleu. Et le vent commence à souffler un peu, donc ils décident de regagner leur tente. Et aussi aller se coucher un peu plus tôt pour cette dernière nuit. 23h, un bip retentit. Frédéric a une touche. Frédéric réveille Enzo et vont tous deux se diriger vers la canne à pêche pour ferrer le poisson. Mais c'est tout à coup, comme la nuit précédente, vraiment à l'identique, qu'un vent très frais s'impose autour d'eux. Il fait nuit noire, ils sont tous deux équipés de lampes frontales, mais celle de Frédéric commence un petit peu à déconner. Il demande alors à son fils d'aller chercher dans la camionnette des piles. Enzo alors se précipite dans la tente pour aller chercher les clés, et lorsqu'il en ressort, il aperçoit derrière son père une silhouette humaine mais plutôt anormale, assez déformée, comme si c'était de la vapeur et qu'on pouvait prendre dans sa main. Il se met alors à hurler de toutes ses forces à son père, tandis que notre brave Frédéric a peur de ce hurlement et donc lâche sa canne à pêche et se met à taper un sprint vers son fils. Le problème c'est que la silhouette le suit. Frédéric prend son fils
avec lui et court, il ne sait pas où, mais dans le bois, son unique but c'est de fuir cette silhouette. La deuxième lampe de Enzo commence elle aussi à se décharger, due essentiellement aux piles, et donc tous les deux perdus au milieu des bois, quasiment sans lumière, continuent de courir, jusqu'à atteindre une route goudronnée qui n'est pas du tout fréquentée. Sauf qu'ici, par chance pour une fois, une voiture passe dans le coin, car en fait il est minuit environ, et qu'il n'est pas vraiment très tard. Ils vont donc s'empresser d'interpeller la voiture au milieu de la route, car cette silhouette est possiblement toujours à leur trace. La voiture s'arrête donc violemment et ils montent tous deux à bord et demandent au conducteur de partir le plus vite possible. Lorsque soudainement la silhouette commence à sortir des bois. Le conducteur ayant vu la scène, il démarre à toute allure le plus vite possible. Le conducteur, alors très sympathique, les ramène chez lui et les propose de dormir jusqu'au lendemain où ils pourront trouver de l'aide. Alors 8 h, ils se réveillent, mais leur but c'est surtout de rejoindre leur camionnette et tous leurs équipements. Alors ils prennent un taxi qui a beaucoup de mal à trouver leur destination d'ailleurs et ils se rendent sur les lieux. Rien n'a été déplacé, ils vont donc s'empresser de remballer leurs équipements, de tout mettre dans cette camionnette et de partir chez eux. Une fois rentrés à la maison, ils vont déballer leurs équipements et se rendre compte de quelque chose. Déjà, il manque quelques trucs dans leurs équipements, mais il n'y a rien de logique. C'est-à-dire que par exemple, il va y avoir quelques couverts qui vont manquer. Par contre, leurs téléphones vont être encore là. Il n'y a pas vraiment de sens à un vol. Et deuxième chose, Frédéric va remarquer que sur son téléphone, l'écran est cassé. Cassé dans le sens où quelqu'un a vraiment mis un coup de marteau sur le téléphone. Alors pourquoi ne pas le voler et mettre un coup de marteau dessus par haine? Je sais pas. Donc les deux jeunes hommes prennent leur dimanche après-midi pour aller au poste de police pour avoir des réponses à leurs questions un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir vu cette silhouette? Est-ce que tout ça est normal? Donc les gendarmes vont leur apprendre que finalement leur cas n'est pas unique. Plusieurs anciens témoins ont affirmé l'avoir aperçu. Il s'agira en fait d'un ancien pêcheur tué atrocement par un jeune groupe de psychopathes qui rôdaient dans les coins. Et ce pêcheur viendrait par conséquent hanter les lieux où il a été tué, depuis des années après sa mort. On raconte également qu'il n'est pas là pour faire du mal, mais justement au contraire pour repousser les éventuelles personnes qui seraient là avec des mauvaises idées. C'est la fin de cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour tous ceux qui ne voudraient pas dormir ce soir, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours pêcher, mais pas dans cet étang. Et on vous dira pas c'est lequel. Si vous aimez les histoires mystérieuses, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'oubliez pas surtout nos 2 maladies, c'est très important. Il faut nous soigner, donc abonnez-vous et likez. C'est dommage, c'est vraiment les 2 seuls remèdes. Donc bon, abonnez-vous à notre Instagram aussi, on poste des petits trucs de temps en temps et vous serez notifié des prochaines vidéos. Autrement, vous cliquez sur la petite cloche et vous connaissez la musique. Je sais pas quand cette vidéo sera postée, mais peut-être qu'on aura atteint le cap des 2000 abonnés. Merci. Gros cœur. Vous êtes géniaux et c'est la fin de ce thread mystérieux. Tchou. Tchou.